oser, c'est tout. D'accord. La différence entre les auteurs publiés et les auteurs qui ont leur manuscrit au fond du tiroir, la seule différence, j'en suis convaincue, c'est pas la qualité, c'est l'audace. Je m'appelle Valérie Bell, enfin c'est un pseudonyme, puisque c'est pas mon métier principal. J'ai un autre métier passionnant par ailleurs. J'ai commencé à m'auto-publier en 2015. D'accord. Premier roman qui s'appelle toujours d'ailleurs Angel et Marie. Je l'ai là d'ailleurs, j'ai pensé à l'amener. Voilà, Angel et Marie. Ce premier roman avait assez bien fonctionné, donc j'ai poursuivi. Ensuite, il y a un autre, mon second roman a été auto-publié, puis édité. D'accord. C'est en ce moment Génial. encore sous la suite, c'est celui que vous avez pris, Ouais, tout voilà. à fait. Et en fait, là, j'ai commencé par Débattre la démesure. Voilà, après, il y a eu De battre la démesure, et le dernier roman que j'ai écrit, c'est un quatre-mains. Un quatre-mains qui a été écrit avec Anthony Altman, qui s'appelle Nous cherchions l'éternel et l'éphémère. Et puis avec cet auteur, Anthony Altman, on a aussi écrit un vaudeville qui D'accord. s'appelle Prends le bas sous le sapin et qui devait être joué pour la première fois fin avril. Ah Bon, mince. bah, ce sera pas pour tout de suite, vu la situation actuelle. C'est un conseil pour un futur écrivain. Qu'est-ce que vous lui diriez, voilà, qui hésite à se lancer ou qui est en train d'écrire Alors, ça tiendrait en un verbe, oser, c'est tout. D'accord. La différence entre les auteurs publiés et les auteurs qui ont leur manuscrit au fond du tiroir, la seule différence, j'en suis convaincue, c'est pas la qualité, c'est l'audace. C'est que ceux qui sont publiés, que ce soit sur Amazon ou en maison d'édition, c'est juste des personnes qui ont osé, qui à un moment se sont dit allez, je sors le truc de mon tiroir, j'ose m'exposer, parce que c'est une forme d'exposition en fait, de faire lire son texte aux autres. Parce qu'évidemment, on y met beaucoup de soi, hein, de façon consciente ou inconsciente, mais on y met beaucoup de soi. Et donc, je crois qu'on a tous des réticences à s'exposer, la peur d'être jugé, la peur de ne pas être à la hauteur justement des auteurs qu'on a appréciés, la peur d'être critiqué. Et donc, le seul truc, c'est d'oser. Après, bien sûr, il y a du travail. Je crois que tous les auteurs qui disent qu'il faut se relire et réécrire et pas hésiter à supprimer des phrases, à supprimer des mots. Bien sûr, je crois qu'ils ont raison. Il y a beaucoup de travail et d'écriture et de réécriture. Je crois que c'est très important. Il y a aussi un gros travail de communication, surtout quand on veut s'auto-publier. Hein. C'est vrai que les auteurs qui maîtrisent les outils de communication et les techniques de communication ont plus de chances d'être lus que ceux qui ne maîtrisent pas ces techniques-là. Mais vraiment, le premier pas le plus important, c'est d'oser. Hein. C'est d'oser, voilà, mettre ses manuscrits sur Amazon, sur Kobo, sur tous les sites ou sur, comment ça s'appelle, Wattpad. Moi, je sais que Angel et Marie, j'ai commencé par cette plateforme de écriture-lecture qui est Wattpad. Et c'est comme ça que j'avais fait ma propre promotion. C'est que pendant 3 semaines, avant de le publier sur Amazon, je mettais un chapitre par jour ou une partie de chapitre par jour pour me créer un lectorat qui ensuite a suivi au moment de la publication sur Amazon. Et donc D'accord. voilà, il faut oser. D'une façon ou d'une autre, il faut oser le faire lire à des proches, à des bêta-lecteurs, à oser le mettre sur une plateforme d'écriture-lecture, le mettre sur une plateforme de publication comme Amazon, Kobo et toutes les autres. Et puis oser aussi envoyer son manuscrit aux maisons d'édition. Hein. Alors, j'ai une question là, déjà directement par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, vous étiez en auto-édition, puis vous avez été repéré par une maison d'édition, c'est ça? Voilà, exactement, oui, oui. En fait, quand nous cherchions, Nous danserons encore sous la pluie est sorti, il a très vite eu beaucoup de lecteurs, puisque de mémoire, je crois que pour une fois, j'avais fait des comptes, au bout de 45 jours, il avait 2000 lecteurs, voilà, Ah sur oui, Amazon, ça change bien. hein, en auto-édition. Donc, Ah ouais. c'était très bien. Du coup, j'ai fait un email à plusieurs maisons d'édition leur demandant si elles étaient intéressées. Il y en a plusieurs qui m'ont répondu. Et puis, divers
à Charleston, donc du groupe Le Duc, a été la maison avec laquelle, on va dire, je me suis engagée. Voilà. Ce qui est très intéressant quand on travaille avec une maison d'édition, c'est tout le travail d'accompagnement littéraire qui est fait. Donc moi, j'ai eu la chance de travailler avec une accompagnatrice qui s'appelle Stéphanie Pellerin, avec laquelle j'ai retravaillé mon texte. Et donc, je l'ai enrichi, il y a des scènes que j'ai modifiées. Enfin bon, j'ai appris plein de choses et c'est vraiment très intéressant. Je dirais que moi, ce que j'ai retenu de cette collaboration d'accompagnement littéraire, c'est surtout un truc, c'est qu'il faut essayer dans nos romans de plus montrer que raconter. D'accord. Voilà. C'est-à-dire ne pas tout dire et laisser le lecteur imaginer. D'une part, mais aussi ne pas trop être dans les descriptions ni extérieures, ni descriptions d'action, ni forcément des descriptions psychologiques, des choses comme ça. On montre un certain nombre d'actions qui s'enchaînent, un certain nombre de... Et en fin de compte, c'est le lecteur qui, lui, va déduire tout ce qui se passe dans la tête des personnages et tout ce que veut dire l'auteur. D'accord. Bon, je pense que c'est un juste dosage entre raconter et montrer. Mais je sais que j'avais ce défaut qu'ont la plupart des auteurs qui débutent, c'est de plus raconter que montrer. Alors en plus, moi, j'ai des romans qui ont une touche psychologique, parce que la psychologie m'intéresse fortement. Et donc, évidemment, ça pouvait m'entraîner peut-être parfois un peu trop dans des monologues intérieurs qu'il faut essayer de réduire, je crois. Voilà, c'est la leçon que j'ai tirée de cet accompagnement littéraire et j'en remercie Stéphanie. D'accord. Donc du coup, un Balzac, un Flaubert, un Maupassant aujourd'hui, on leur dirait oh là là, il y a trop de descriptions, de sentiments, trop de descriptions de. Ouais. D'accord. Ouais. Je pense qu'on leur dirait ça et en même temps, justement, on n'est pas tous Balzac, Flaubert, Maupassant ou voilà. Hein. Donc, je pense que c'était une époque, donc avec un genre qui plaisait, qui plaît peut-être moins aujourd'hui. Et puis surtout, voilà, on n'a pas le talent de ces auteurs-là. Donc, quand on n'a pas leur talent, il ne faut pas essayer, je crois, de les imiter et de se lancer dans des descriptions de paysages ou de personnages ou de pensées. Il faut montrer, voilà. D'accord. Et donc, pour trouver l'inspiration, comment vous faites en fait? Comment vous vient l'idée, tiens, je vais faire une nouvelle à ce sujet ou je vais faire une pièce de théâtre sur ce sujet? Alors, en fait, je ne sais pas trop, mais je dirais que c'est des rêvasseries ou des rêveries. Hein. C'est des rêveries qui me traversent l'esprit, voilà, dans des moments, je sais pas, avant de m'endormir ou quand on laisse l'esprit un peu comme ça divaguer, voguer. Et parfois, il y a une idée qui m'accroche un peu plus que les autres et que j'ai envie de développer. Voilà, je crois que c'est comme ça. Et puis après, qui nourrit le corps du roman, évidemment, c'est la vie. Hein. C'est ce que j'entends autour de moi, c'est ce que j'ai pu vivre. Voilà, c'est la vie qui nourrit. Mais toute écriture, toute tentative d'écriture est une façon d'essayer de répondre à une question inconsciente. Et j'ai l'idée que tout auteur, à travers tous ses ouvrages, répond quasiment toujours à la même question. Et que c'est une question inconsciente, c'est-à-dire l'auteur n'en a pas conscience au départ. Alors au bout de quelques ouvrages, on finit par entreapercevoir quelle est la question à laquelle on essaye de répondre. Mais voilà. Donc ça aussi, je pense que c'est le moteur principal d'inspiration pour un auteur. C'est cette question inconsciente à laquelle il essaye de répondre, qu'il essaye de cerner à travers ses écrits. Donc là, si jamais moi je vous envoie mes romans, vous allez me dire voilà la question inconsciente que vous vous posez et à laquelle vous essayez de répondre, c'est ça? Pas forcément, parce que il n'est pas sûr que la question inconsciente de l'auteur soit plus visible par les lecteurs. Mais néanmoins, c'est vrai que plus un auteur écrit et plus on le lit, plus on aperçoit souvent un fil conducteur qui revient, même si parfois il varie de genre ou de style. On voit un fil conducteur. Hein.
Ah, il y a une petite musique qui Moi, revient. j'aime bien, c'est vrai qu'au bout de, alors je crois que j'ai écrit 5 romans. Au bout de 5 romans et plusieurs nouvelles, je vois bien que tous mes romans parlent d'amour et de la façon dont le désir s'articule. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose que j'essaye de creuser autour de ça. Au niveau du narrateur, du héros, est-ce que le héros vous ressemble? Est-ce que vous écrivez aussi toujours à la première personne ou à la troisième personne, mais du point de vue d'une femme, ou est-ce que vous vous mettez aussi dans la peau d'un homme? Parce que moi, mes romans, c'est je me mets dans la peau d'un homme. Pour le moment, j'arrive pas à me mettre dans la peau d'une femme. Moi, la plupart de mes romans, ce sont des femmes et elles s'appellent toutes Marie. J'ai fait D'accord. exprès. L'anagramme d'aimer. L'anagramme Voilà, d'aimer, j'ai vu. Marie, c'est l'anagramme d'aimer. Et oui, elle me ressemble. Elle me ressemble D'accord. beaucoup. Hein, donc, elle me ressemble beaucoup. Et le narrateur est parfois omniscient. Mon premier roman, c'était un narrateur omniscient. En revanche, dans Et de battre et dans Nous danserons encore sous la pluie, c'est la narratrice. C'est l'héroïne qui est la narratrice. Voilà. D'accord. Quant à me mettre sous la peau d'un homme, je trouve ça extrêmement difficile. Notamment parce que c'est pas des romans d'action que j'écris, hein, c'est des romans d'amour, c'est des romans où il y a une part de psychologie très importante. Et j'avoue qu'il est beaucoup plus facile de me glisser dans la peau d'une femme que de me glisser dans la peau d'un homme. Donc j'ai bien une petite idée de la psychologie et des ressorts, mais c'est pas si facile que ça D'accord. de se mettre complètement à leur place. Est-ce que vous faites un plan, vous? Parce que j'ai un peu plusieurs sons de cloche. Il y en a qui vont comme ça à l'inspiration, d'autres qui ont besoin d'être très structurés avec un tableau Excel pour savoir. Voilà. Comment vous fonctionnez? Alors moi, je fais pas partie des très structurés. Je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que j'ai mon idée de départ, qui est souvent la petite rêverie. Ensuite, je déroule le film dans ma tête. C'est un film, hein. Donc j'ai à peu près les grandes étapes, j'ai la fin du film. Et après, une fois que j'ai visualisé le film dans ma tête, je le retranscris. D'accord. Bien sûr, au passage, j'ai souvent des surprises, c'est-à-dire que, en train d'écrire quelque chose, je me dis, non, là, forcément, il se passerait telle chose. Donc, les choses évoluent en fonction de l'histoire et des personnages. Il y a des choses qui s'ajoutent, il y a des choses qui se retirent, mais voilà, au départ, voilà, je sais où je pars, je sais les grandes étapes et je sais la fin. C'est un peu comme, comment dire, Bernard Werber, là, j'ai assisté à une de ses masterclass. Il expliquait les différentes étapes d'un roman en disant voilà, qu'il y avait une situation de départ, qu'ensuite il y avait un certain nombre d'obstacles avec un climax et qu'ensuite donc il y avait la fin. Alors, certains auteurs, je crois, ont besoin de formaliser ça de façon très claire avec un Excel, des tableaux et choses et autres. Et puis je crois que d'autres auteurs ne le formalisent pas, mais néanmoins, on a cette trame tous dans notre tête. Oui, parce que les personnages, finalement, ils prennent vie. Ouais, totalement, totalement. Hein, et ils s'animent. Et moi, autant au départ, j'ai l'impression qu'on a une histoire, une idée dans la tête. Et après, dès que les personnages s'animent, j'ai l'impression qu'ils courent toujours un peu devant nous, les personnages. C'est ça, c'est ça. Hein, On les regarde aller, on se dit, mais où est-ce qu'il va là? Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'il m'amène? Et c'est une expérience, je trouve, super agréable de l'écriture, parce que finalement, on s'aperçoit que si on pense que l'auteur est maître de l'histoire, maîtrise 100% son histoire, pas tant que ça. Hein. On est parfois surpris par notre histoire et nos personnages, et ça, je trouve que c'est une expérience extrêmement gratifiante. Ouais, non, mais totalement. Et là, pour l'anecdote, le roman que je suis en train de terminer, j'avais imaginé une fin et le héros m'a fait changer d'avis, mais je me suis dit, mais non, je peux pas terminer comme ça. Il faut que ça se termine autrement. Votre bureau idéal, où est-ce que vous écrivez? Vous écrivez chez vous? Vous écrivez dans un café, au bord de la mer? C'est quoi Alors, ça votre m'est bureau déjà idéal? arrivé d'écrire dans un café ou au bord de la mer, mais mon bureau idéal, c'est chez moi. Chez D'accord. moi, au calme. Ça m'est aussi déjà arrivé d'écrire avec toute ma famille autour de moi. Je me souviens que quand j'écrivais Angel et Marie, une fois,
On était tous dans une grande table, dans une maison de campagne, autour d'une grande table. Et j'étais en train d'écrire une scène où l'héroïne perdait son père. Et donc, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et donc, ils me regardaient tous en me disant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je leur disais, mais attendez, il y a son père qui meurt. Là, voilà. Donc, D'accord. donc, l'idéal, c'est au calme. J'ai besoin de 2 à 3 heures devant moi au calme pour écrire. Je sais pas, je fais pas partie de ces auteurs qui ont la chance de pouvoir écrire n'importe où en 5 minutes dès qu'ils ont 5 minutes. Ça, non. Moi, je sais pas faire. Et vous savez faire ça? Moi, j'ai tendance à écrire un peu partout, ouais. Ça m'arrive de pianoter sur mon téléphone portable. J'ai une idée, un début de chapitre dans le métro. Bon, là, en ce moment, non, pas le métro, mais ça m'arrive, ouais, dans les transports en commun. J'ai une idée, il faut que je note et je commence à écrire un peu, puis je me l'envoie, je poursuis sur mon ordinateur. Donc, ouais, je suis assez un peu partout, en fait. Et D'accord. justement, vous travaillez sur ordinateur, vous, ou pas? Alors, moi, je suis plutôt papier. D'accord. Alors, je Vous suis êtes comme plutôt papier. Amélie Nothomb, je regardais des interviews là, où elle disait que elle, c'est papier, papier et c'est tout. Ouais. Alors, j'arrive à écrire sur ordinateur, hein, et je le fais parfois, notamment pour mes nouvelles, je les écris pas mal sur ordinateur. Mais pour les romans, j'écris beaucoup sur papier. Moi, j'ai un vrai plaisir en fait à avoir le. J'écris souvent au crayon de papier et ça fait partie du plaisir de. J'ai des beaux D'accord. carnets, des tas de beaux carnets. Je m'offre des beaux carnets et donc j'ai un vrai plaisir à noircir ces beaux carnets au crayon de papier. Et après, avant, je ressaisissais tout sur ordi. Maintenant, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est que je dicte. Je dicte à mon téléphone et ensuite j'envoie ça sur ordinateur. Alors, bon, la dictée n'est pas toujours optimale, ça donne parfois des textes assez drôles. Est-ce que vous avez un carburant particulier? Je voyais que Balzac, c'était le café, Oui, il en buvait des oui, litres. Café, vous c'est aussi? non, le thé vert. D'accord. Comme Je, Amélie Nothomb. je suis née théomane. D'accord, ok. Et est-ce que vous le buvez à 4h30 du matin comme elle? Elle dit qu'elle boit un demi-litre de thé et elle se met devant son carnet. Alors, moi, je ne suis pas du tout un animal de nuit. Je suis D'accord. vraiment un animal de jour. La nuit, je dors comme une marmotte. Donc, non. En revanche, oui, je bois bien mes 2 litres de thé vert par jour, moi. D'accord, ok. Moi, c'est plutôt café. Donc C'est voilà, plutôt... chacun son carburant. Et vous arrivez à dormir après? J'arrête à 4 heures. À 16 heures, j'arrête de prendre du café, donc ça va. Quelle est la première personne à qui vous faites lire votre roman, vos nouvelles? Alors, le premier roman, je crois que je l'ai fait lire en premier à ma fille D'accord. aînée. Et parce qu'elle a souvent un bon avis, je lui avais fait lire aussi une première version de la pièce de théâtre que j'avais écrite il y a des années avant de la transformer, de la réécrire complètement avec Anthony. Pour ma profession, j'ai aussi écrit des essais. Et en général, elle a un bon avis, elle est de bons conseils. Et quand elle a une critique négative, je sais qu'elle a raison. Et quand elle me dit ah, c'est pas mal, tu peux y aller, en général, elle a raison aussi. Donc, j'avais fait lire Angel et Marie. Elle m'avait dit ah, maman, tu tiens un truc là, vas-y. Quels sont vos auteurs de chevet, vos auteurs fétiches? Alors, mes auteurs fétiches, c'est vraiment tous les auteurs du 19e. D'accord. Flaubert, Balzac, Zola. Dans les contemporains, j'ai pas un auteur fétiche dans les contemporains. Il y a des auteurs dont j'apprécie beaucoup la plume, par exemple Laurent Sexig. Je C'est connais un pas. auteur qui a écrit, alors je me souviens plus du titre, sur Einstein. Je sais plus si c'est Einstein et moi. Un roman sur Einstein, un roman sur son père. Enfin, c'est un auteur dont j'aime beaucoup, beaucoup la plume, parce qu'il a une façon d'écrire très limpide. Il n'y a pas un mot en trop. D'ailleurs, à un salon, je l'avais rencontré, je lui avais demandé comment il écrivait, et il m'expliquait que son premier jet peut faire 400 à 500 pages, et qu'ensuite tout son travail, c'est de retirer tout le superflu, de retirer le maximum de mots pour arriver à un texte qui fait 250 pages maximum. Voilà. D'accord. Voilà, il y a Marcus Matt, dont j'avais absolument adoré Le Garçon. Je trouve que Je c'est connais pas non plus.
Ah bah écoutez, si vous voulez, si vous avez un livre à lire dans cette dernière décennie, je trouve que c'est celui-ci. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, hein. Le garçon de Marcus Malt, l'histoire est splendide, c'est une sorte de conte philosophique finalement, et surtout l'écriture, mais est de toute beauté. C'est un mix d'écriture très pure, en même temps très riche, très poétique. Voilà, si on est amoureux de l'écriture quand on lit, vraiment, Le garçon de Marcus Malt, c'est une des plus belles écritures que j'ai jamais vues. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup pour cette interview. Au revoir. Au revoir, bonne semaine.